Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur Public Sénat. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Dans le premier numéro de 100% Sénat cette année, on va aller sur la Lune. Et oui, puisqu'en fin d'année dernière, les sénateurs de la délégation à la prospective ont réalisé une audition sur l'exploitation des ressources de la Lune. Ils ont auditionné des chercheurs et des experts de ce sujet. Je vous laisse écouter les échanges. Effectivement, je suis géographe, je ne fais pas que de la géopolitique spatiale, je fais de la géographie de l'occupation de l'espace et effectivement, bien sûr, une partie de géographie politique sur quelques-uns des enjeux que vous avez évoqués en introduction. Alors là, diapositive suivante, j'appuie gentiment sur mon... Ça ne sert pas à grand-chose puisque ce n'est pas moi qui ai la main. Voilà. La question, je suis très heureuse que vous évoquiez ça en introduction, la question de l'occupation de l'espace est finalement depuis peu rentrée dans les préoccupations des chercheurs en sciences humaines et sociales. D'ailleurs, je suis la seule géographe à travailler sur ce sujet en France, ce qui, vu mon âge, n'est pas sans poser quelques problèmes dans l'avenir. Cette question de l'occupation de l'espace, elle a été tenue à l'écart parce que, finalement, la géographie, eh bien, effectivement, c'est l'analyse de la Terre. Mais si vous regardez un petit peu cette projection que vous évoquiez sur les orbites basses, on voit bien des activités humaines qui sortent de l'enveloppe terrestre. Alors, certes, en géographie, nous étudions les relations entre les hommes et le milieu, pour le dire très, très sommairement. Et effectivement, les hommes dans l'espace, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce sont surtout des engins artificiels envoyés par l'homme. Il n'empêche que, et ça je trouve ça intéressant, en 1956, donc avant le lancement du premier Spoutnik, il y avait un géographe assez atypique, Jean Gottman, qui expliquait que finalement, il y aura forcément une géographie de l'espace dans la mesure où dès qu'il y a un certain niveau d'activité, les hommes se saisissent de ce milieu et donc on retombe sur les sujets que vous évoquiez, aussi bien celui de la compétitivité économique que celui de la compétitivité géopolitique. Simplement, ce qui est intéressant dans cette remarque, c'est que finalement, il ne concevait pas autre chose que la Lune. C'est-à-dire que pour lui, la géographie de l'espace qui pouvait se faire, qui devait se faire, était une géographie, non pas comme moi je suis amenée à la faire parce que c'est là qu'il y a le plus d'activité des orbites basses, mais d'un point d'ancrage qui était celui de la Lune. Alors, je veux bien la diapo suivante. Voilà. Et la Lune, c'est finalement ce seul point que nous avons quand nous essayons de nous projeter et d'imaginer une activité pérenne, complète. Or, en réalité, je vais vous montrer qu'il y a bien d'autres activités entre la Terre et la Lune. Donc, j'ai choisi juste quelques illustrations parce que je trouve qu'elles marquent les esprits. D'abord, j'ai rappelé quand même que la première photo de la face cachée de la Lune, elle date de 1959 et qu'elle est soviétique. Donc, on a beaucoup parlé de la mission chinoise qui a consisté, et c'est différent, à poser un rover sur la face cachée, nous sommes d'accord, mais en fait cette première vision de la Lune, c'est une vision soviétique et on voit bien quand même l'amélioration de la qualité des capteurs et des images parce que effectivement c'était une découverte puisque personne n'avait jamais vu la face cachée par définition, mais ça restait quand même une qualité très éloignée de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis Neil Armstrong sur la Lune qui marque ce début en quelque sorte par les États-Unis de l'appréhension de la Lune comme étant réellement leur nouvelle frontière. C'est-à-dire que, certes, le drapeau a été planté au nom de l'humanité, c'était un grand pas pour l'homme, etc., mais quelque part, les États-Unis, qui n'ont pas la même politique de colonisation et la même histoire de colonisation que nous pouvons l'avoir en Europe, considèrent vraiment, spontanément, que leur extension dans l'espace est une extension totalement naturelle et historique. Et puis à côté, j'ai mis un petit dessin que je trouvais sympathique de Paul-Émile Victor, qui à cette époque, sur l'Antarctique, salue son autre humain sur la Lune. Et là encore, on est dans cette espèce d'idée, qui est une idée fausse, je le crains, du fait que les activités sur la Lune peuvent un petit peu se passer comme les activités sur Terre. Parce qu'en réalité, le milieu hostile qu'est l'espace ne permet absolument pas de se projeter. L'Antarctique n'est déjà pas un milieu très amical, mais on est encore bien loin sur la Lune, ne serait-ce que parce qu'il y a peut-être de l'eau, mais il faudra la récupérer, en tout cas certainement pas d'air qu'il faudra fabriquer.
Et finalement, par rapport à cette ancienne vision, je dirais, la nouvelle aujourd'hui, qui est cette carte, alors qui date de 2020, hein, qui est une synthèse de beaucoup de données américaines et en particulier japonaises, qui montre véritablement la carte géologique de la Lune et qui va nous servir de base à cette idée d'une exploitation des ressources minières, avec bien sûr une grande question, c'est comment on fore et comment on récupère cette ressource, et donc quelle est la valeur de la ressource, parce qu'une ressource finalement en géographie c'est un sujet qu'on connaît bien, mais il n'a que la valeur qu'on lui prête, c'est-à-dire le besoin qu'on en a, et ça va être à mon sens une grande question qu'il faut se poser sur la Lune. Je veux bien la diapo suivante. Voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Si vous regardez la droite de ma planche, vous voyez la Terre au loin vue par une mission chinoise qui faisait un test avant de se poser sur la Lune. Et on voit bien quand même ce petit point bleu qui révèle toute cette prise de conscience des années 70 déjà avec les missions Apollo et le début en quelque sorte de la sensibilisation à l'écologie, au vaisseau Terre et à la planète. Donc ça c'est quelque chose qui me paraît toujours important parce que quand on va discuter, j'y reviendrai tout à fait à la fin, des relations Terre-Lune, je pense que cette dimension de préservation, on va aussi la retrouver en effet flashback sur peut-être une certaine perception par le public de la nécessité aussi de préserver la Lune, aussi inhospitalière soit-elle. Et à côté, eh bien, vous avez effectivement, alors c'est un schéma, hein, c'est plutôt un élément de travail pour moi, mais finalement je l'ai trouvé assez parlant. Vous voyez au centre le petit rond jaune qui représente l'activité par les satellites autour de la Terre, et vous voyez autour la distance, la Lune, la distance moyenne à la Lune de 400 000 km. Donc ce que vous constatez, c'est qu'effectivement, eh bien, l'activité humaine dans les orbites, je vais jusqu'à l'orbite géostationnaire, hein, qui est l'extérieur de mon œuf au plat, là, et effectivement, vous vous rendez bien compte que l'activité, elle est équirépartie, donc ça ne représente pas chacun un satellite, mais en revanche, en densité, ma valeur est exacte. Vous voyez bien certaines zones plus peuplées que les autres, qui sont les zones des orbites des satellites à défilement, par exemple, autour de la Terre, l'orbite des satellites géostationnaires beaucoup plus loin, et entre les deux des espaces vides. Ce qui, là aussi, sur la question de la gestion du trafic, pose un certain nombre de questions. La question du trafic ne se pose pas partout de la même façon dans l'espace. Donc je viens à la planche suivante. Voilà. Donc la Lune et Mars, ce sont des destinations familières, hein, mais qui n'ont pas été finalement tellement visitées. Et sur ce graphique chronologique, j'ai représenté toutes les missions qui ont eu lieu vers la Lune et vers Mars avec les nationalités des États. Et vous constatez que effectivement, il y a cette grande période autour de la Lune qui se termine en 1975-76 avec la dernière sonde soviétique Luna. Vous constatez aussi qu'il y a effectivement, comme à cette époque, deux acteurs, les États-Unis et l'Union soviétique, et vous remarquez aussi le nombre d'échecs. C'est-à-dire que ce que je tiens à souligner, c'est que c'est une époque du spatial où, d'une certaine façon, l'échec est admis. L'échec fait partie du développement de l'activité spatiale. Et ça, c'est quelque chose qu'on réentend aujourd'hui, c'est assez intéressant, par des anciens de l'activité spatiale qui disent on a peur de l'échec aujourd'hui. Et on le voit bien par exemple avec le lanceur SLS qui décolle pas, et je comprends qu'on ne veuille pas le faire exploser sur le pas de tir, mais ou à peu de hauteur, mais en réalité il y avait cette espèce de culture du risque. On voit bien que ça diminue, et donc du coup le nombre de missions diminue parce qu'effectivement ça coûte plus cher, et puis parce qu'il y a ce désintérêt pour la Lune. Les missions que vous voyez en 90 qui sont d'ailleurs des échecs, et puis ensuite autour des années 2005-2010, ce sont les nouveaux acteurs, c'est-à-dire l'arrivée du Japon. Alors il a déjà essayé, puis il a échoué. Les Européens en arrivent juste avant avec SMART, mais vous voyez les Japonais, les Chinois et les Indiens, nouvelle puissance spatiale de l'exploration, qui arrivent dans ces années-là. Et puis aujourd'hui, à partir de 2019, 2020 et maintenant jusqu'à cet horizon de 2024-2025, on va avoir une multiplication des missions lunaires avec la Corée du Sud, l'Inde, la Chine, les États-Unis, la Russie, on va voir, l'Europe bien évidemment en coopération.
Et sur Mars, que je ne vais pas commenter parce que ce n'est pas le sujet du jour, vous voyez que c'est un petit peu le même schéma, avec sur Mars cet effet qu'on trouve aussi un peu sur la Lune, qui est que finalement, vous avez parmi les rovers martiens 2 nationalités, les rovers américains et un rover chinois. J'insiste parce qu'on n'est pas à parité, mais effectivement, le hasard malheureux font que la sonde européenne qui partait avec les Russes, Mars Express, n'a pas pu décoller à cause du Covid, et que maintenant la mission est malheureusement enterrée compte tenu des circonstances géopolitiques. Je veux bien la diapositive suivante. Donc les USA et l'exploration, c'est ce que vous évoquiez. En fait, il y a 2 mots-clés qui se retrouvent derrière ce projet américain. C'est le leadership. Je rappelle que la NASA a quand même été créée avec, parmi ses missions, la mission de montrer au monde qui était leader dans ce nouveau milieu qui était l'espace, en réponse à tout le discours qu'on a un peu oublié aujourd'hui, mais qui était le discours de l'Union soviétique sur l'homme nouveau, qui était un homme nouveau socialiste, car seul le marxisme par la science et la technologie permettait l'ouverture. Et j'insiste, je fais ce petit rappel parce que ce n'est plus quelque chose qu'on entend du tout dans le discours chinois. C'est-à-dire que quand on a tendance à transposer le parallèle guerre froide, concurrence États-Unis, Union soviétique, et aujourd'hui guerre plus jaune, on dira, entre les États-Unis et la Chine, on n'est pas du tout dans le même recul et dans la même idée. La Chine sait qu'elle est en retard par rapport aux États-Unis. Ça, je pense que c'est quand même extrêmement important. Et en même temps, on voit cette vision absolument cruciale dans le programme américain, mais ça remonte au milieu des années 80, de la nécessité de la commercialisation et de la nécessité d'investir pour permettre à des acteurs privés de trouver leur place et de faire leur business. Elon Musk est véritablement, alors c'était pas Elon Musk que la NASA attendait, elle ne savait pas qui elle attendait, mais il y avait véritablement, avec le programme COTS entre autres, un soutien très fort pour donner aux entrepreneurs privés l'envie de commencer à agir dans l'espace. Et ça, c'est une dimension qui n'existe qu'aux États-Unis. Je peux vous assurer qu'elle n'existe pas du tout en Chine, même aujourd'hui, et qu'elle n'a évidemment jamais existé sous cette forme en Europe. Et donc, on voit effectivement aujourd'hui Elon Musk en sous-traitant de la NASA pour assurer les transports en orbite basse, mais aussi vers la Lune. Alors, est-ce que ce sera Elon Musk et seulement Elon Musk? Ça, c'est une autre histoire. Et la mission qui reste à la NASA, avec son gros lanceur SLS, c'est vraiment, elle, d'ouvrir l'avenir. Bon, moi, personnellement, ça, on pourrait avoir un débat féministe, c'est d'ailleurs assez étonnant que pour une fois, on soit 4 femmes et un homme. Vous voyez ce que ça fait d'être en minorité, Alban, mais dans la salle, en revanche, c'est un peu plus classique, et ça correspond aux pondérations. Je fais l'essentiel de ma carrière en étant souvent la seule à la tribune quand il y avait des interventions de ce type. Mais effectivement, cette idée que une des grandes novations du programme Artemis, c'est de faire atterrir la première femme et la première personne de couleur. Bon, on a un politiquement correct sur lequel on pourrait débattre. J'imagine qu'il y a quand même d'autres enjeux. En tout cas, c'est extrait du site de la NASA. Je veux bien là. Et ça passe, vous avez vu, avant le commercial, même si vous n'aviez pas vu. Alors, les grilles de lecture. Alors, ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on reviendra beaucoup aux questions, et je ne veux pas prendre trop de temps dans mon exposé introductif, mais je pense qu'il faut découpler ce que sont les ambitions chinoises en tant que telles et ce que sont la perception des ambitions chinoises par les Occidentaux et les Américains en particulier dans le contexte global des relations terrestres entre la Chine et les États-Unis. La Chine, effectivement, aujourd'hui, que ce soit sur Mars, que ce soit sur la Lune, décline le slogan de Xi Jinping depuis le début de son mandat, qui est le rêve chinois. Et effectivement, le spatial et le rêve, c'est quelque chose qui va particulièrement bien ensemble. Donc on a cette idée que à l'horizon 2049, la Chine devra avoir atteint un niveau qui est celui des premières puissances. Ils ne disent pas d'avoir dépassé les États-Unis, quand même, dans le discours officiel, mais ils disent juste qu'ils doivent être arrivés à parité. Et d'ici là, effectivement, bien la Chine dans son programme spatial. Et on le voit car tous les 5 ans, la Chine sort depuis 2000 un livre blanc où elle décline ses activités des 5 dernières années et ses activités des 5 futures années, puisqu'elle a un programme quinquennal. Et donc, on voit bien que son objectif est simple, c'est cocher
toutes les cases de tout ce que les autres puissances spatiales, plus anciennes qu'elles, ont réussi à faire. Et donc, forcément, on n'a qu'un seul satellite naturel, et c'est la Lune. Et donc, aujourd'hui, ce que fait la Chine quand elle fait ses retours d'échantillons, eh bien, c'est ce que l'Union soviétique a fait en 1971 quand elle a fait ses retours d'échantillons. Sauf que, évidemment, le spatial a évolué, qu'on ne fait pas ça de la même façon, que vous imaginez bien qu'en termes de téléactivité, ramener quelques centaines de grammes à l'époque, c'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui, avec les nouveaux moyens à la fois informatiques, électroniques, d'intelligence artificielle, etc., ramener des échantillons. La carte à côté que j'ai prise, c'est une carte donc, que j'ai citée, qui sort de Bloomberg.com, où il y a un des multiples articles sur cette rivalité entre la Chine et les États-Unis. Et donc, vous voyez, enfin, c'est ça qui m'amuse beaucoup, qu'on a choisi de montrer les sites d'activité posés sur la Lune par les Américains et les Chinois. Donc on voit bien que les Chinois sont seuls sur la face cachée, le petit rond à droite, qu'il y a quand même les missions Apollo qui sont plus nombreuses que la mission Chang'e 3, mais ça va changer parce que la Chine va accumuler les missions et c'est normal puisqu'elle est en phase d'apprentissage. Et on ne voit plus aucune autre mission, par exemple les missions russes qui ont totalement disparu. Donc on a une construction du discours de cette opposition Chine-États-Unis sur lequel moi j'insiste beaucoup parce que je pense qu'il y a un vrai effet boomerang. Je rappellerai une anecdote, alors elle est ancienne, elle date de Obama, mais quand Obama avait décidé de ne pas suivre le programme lunaire qui avait été évoqué par Bush Junior, moi j'étais en Chine à ce moment-là et les collègues chinois étaient vraiment dépité en disant Obama a fait ça pour tuer le programme lunaire chinois. Et moi j'étais extrêmement surprise et je voyais pas du tout la logique et donc je comprends pas. Et ils m'ont dit si Obama a dit que revenir sur la Lune c'est quelque chose qui a été fait il y a 50 ans, que ça a plus aucun intérêt et que c'est complètement has-been, nous comment on va faire pour vendre notre programme spatial lunaire à nos dirigeants? Et ça c'est une question permanente. Bon, heureusement Trump est arrivé, donc 2024-2025. Et tout ce discours américain qui est de dire la Chine va nous rattraper, la Chine est à nos trousses. Je ne dis pas du tout qu'il est faux. Bon, la Chine est à leur trousse, il y a encore de la marge. Mais c'est vrai que la Chine est en train d'essayer de rattraper. C'est totalement évident. Mais il ne faut pas non plus grossir le trait, au point que les journaux chinois se contentent de citer le New York Times en disant les Américains disent qu'on est en train de devenir les premiers compétiteurs et qu'on va les rattraper. Et je pense que nous, Européens, il faut vraiment, puisqu'on a quand même ce recul par rapport à cette partage du monde, il faut qu'on montre qu'on a notre place et qu'il n'y a pas seulement une rivalité Chine-États-Unis construite par les États-Unis et qui sert la propagande chinoise, de toute façon, inévitablement. Ceci dit, bon, je pousse le train un peu loin pour insister et aller contre l'opinion facilement reprise sans qu'on ait toujours été analysé au fond. Je ne dis pas le contraire. La Chine ambitionne bien d'être une très grande puissance spatiale. Je suis bien d'accord là-dessus. Donc je veux bien la planche suivante. Donc quels sont les autres acteurs? Parce que c'est finalement la question qui se pose pour tous les enjeux que vous évoquiez et que les autres participants à cette table vont décliner. Alors, on a quand même en Europe des ambitions. On l'a vu à travers l'étude de la NRT et Clarisse et Alban vont le redévelopper. On a des ambitions européennes. La question, c'est comment va-t-on les confirmer? Quel va être le programme phare qu'on va réussir peut-être à faire émerger, sachant que derrière, dans le spatial, et sur la Lune peut-être plus encore qu'ailleurs, il y a cette question de l'adhésion du public. Et là, il ne faut peut-être pas se tromper sur les thèmes qu'on va mettre en avant. Alors, bien évidemment, l'indépendance européenne est un thème naturel. L'image de l'Europe est également un thème évident dans le domaine des hautes technologies. Ça va être plus compliqué à élaborer comme discours, à la fois sur la compétitivité et sur la question de la militarisation dont on pourrait reparler, dans la mesure où ces enjeux sont là encore assez compliqués. Les missions japonaises, il y en a, mais elles sont directement associées et vraiment très fortement intégrées dans le programme Artemis américain. On a la question de la confirmation de l'effacement de la Russie, parce que quand même la situation actuelle fait que déjà le programme spatial russe était mal financé, donc on peut se douter qu'il va être encore plus mal financé. En même temps, pour la Russie, disparaître de la scène spatiale, c'est pas acceptable, puisque c'est un des grands héritages avec le nucléaire de l'Union soviétique.
soviétique. Il y a cet accord avec les Chinois d'une station, et j'y insiste, de recherche. Ça, c'est très intéressant parce que les Chinois insistent beaucoup sur le fait qu'à la différence des Américains qui parlent de commercialisation et qui parlent d'une exploitation commerciale de la Lune, il faudra bien exploiter aussi sur la Lune pour les Chinois, mais eux parlent d'une base de recherche. Donc, ça serait cette mission Luna 25 qui représenterait un élément. Elle a, je crois, plus de 10 ans de retard quand même. Et puis, là où on en vient à un autre aspect intéressant, c'est les ambiguïtés pour un nouvel acteur comme l'Inde, qui lui aujourd'hui est pris parce qu'il a un petit budget. L'Inde a un budget de 1 milliard de dollars, là où les États-Unis, on tourne à 50 milliards de dollars. Donc on ne parle pas du tout de la même chose. Et nous, en Europe, on est autour de 13-14 milliards, à peu près l'équivalent des Chinois. Eh bien, l'ambiguïté de la politique spatiale indienne, qui avait 3 missions vers la Lune Chandrayaan, et qui aujourd'hui retarde un peu sa mission Chandrayaan 3, parce qu'elle met plus d'argent sur sa mission habitée, sa première mission d'un Indien qui volerait dans l'espace. Et on voit bien cette dichotomie finalement entre le spatial habité et l'exploration de la Lune, qui se ferait quand même essentiellement avec des robots. Et les ambitions de la Corée du Sud, qui, elle, va voler avec SpaceX, mais qui veut être présente en 2022, plus effectivement savoir ce que vont devenir les nouveaux explorateurs, qui sont aussi des financiers. Et là, je parle, on y reviendra sûrement, des Émirats arabes unis. Et le Luxembourg, lui, est intégré dans l'ESA, mais les Émirats arabes unis, qui ont une coopération très ouverte aujourd'hui avec les États-Unis et le Japon, ça c'est déjà fait, mais aussi avec la Chine, puisqu'ils ont signé en septembre de cette année un accord avec la Chine pour voler à bord d'une mission Chang'e 7 en 2026. Et puis, dernier point, parce que ça me paraît très intéressant, c'est pas tout à fait un hasard si le Luxembourg et les Émirats arabes unis sont un petit peu les fers de lance en matière de réglementation des ressources. Là, il y a eu à Esch cette compétition donc au Luxembourg avec l'ESA et le Centre d'innovation en matière des ressources spatiales, qui est luxembourgeois, sur les petits robots qui pourraient forer la Lune. Et il y a en même temps à Esch une grande exposition qui s'appelle « Des terres rouges aux terres martiennes ». Les Luxembourgeois insistant beaucoup, et ça j'avais pas réalisé à quel point c'était fort dans leur imaginaire, sur le fait que leur richesse est d'abord construite sur leurs ressources minières. Et nous, on les voit toujours en ressources, on les voit en puissance financière et économique, et on les voit investir et tenir ce discours sur les sociétés qui vont pouvoir exploiter les ressources de ce point de vue financier, mais il y a aussi quand même cet arrière-plan des ressources minières. Je veux bien la diapositive suivante et j'ai presque fini. Les modes d'exploitation des ressources, ça c'est le choix essentiel. Bon, est-ce qu'on va exploiter des ressources pour les ramener sur la Terre? Ça c'est quand même peu probable. Donc effectivement, la question c'est si vous faites un habitat lunaire et même une base semi-automatique, effectivement, il va falloir essayer de récupérer le maximum de ressources in situ parce que vous n'allez pas tout monter de la Terre, c'est évident. Pour les astéroïdes, là c'est différent. Forer les astéroïdes et exploiter les ressources des astéroïdes, ça pourrait peut-être être plus vu comme éventuellement ramené sur Terre, mais c'est quand même tout un débat. La question de la vocation commerciale que vous évoquiez, est-ce qu'il y a un marché? Où sont les acheteurs? Où sont les producteurs? Quelles sont l'organisation de ces flux entre ces localisations? Et ça, moi, en tant que géographe, ce sont des sujets que je ne traite pas, mais qui me paraissent particulièrement importants. Cette question, cette idée d'une économie orbitale, qu'est-ce qu'elle recouvre? Je crois que là, puisque vous faites de la prospective, vraiment, le sujet de l'économie orbitale, c'est certainement un des très beaux sujets à traiter. Et puis, dans le cas des acteurs, quelle est la part de la puissance publique par rapport aux acteurs privés, parce que nous savons tous que ces acteurs privés aux États-Unis sont partis sur la base de financement public et c'est absolument pas de l'argent, c'est pas seulement leur argent, c'est aussi leur argent, mais pas seulement leur argent. Enfin, la question des utilisateurs non autonomes, dont d'une certaine façon l'Europe fait partie aujourd'hui, puisque nous n'avons pas fait le choix de faire voler nous-mêmes et revenir sur Terre nos propres astronautes. Voilà, plus une vocation spéculative. Je pense que ma dernière planche arrive. Voilà, les enjeux de demain, donc la question de la rentabilité.
quels seraient les bénéficiaires. Et le point important, effectivement, c'est celui que vous avez ouvert, c'est-à-dire la question de l'innovation qui est derrière et la question des nouveaux développements et des nouveaux services, c'est certain. Est-ce qu'on a un modèle économique unique qui est celui des États-Unis? Ça ne me paraît pas évident. La Chine a un autre type de modèle économique et de la même façon, elle essaie de développer de nouvelles sociétés, mais qui sont des émanations de ces grandes entreprises d'État. Donc on voit bien qu'il y a la volonté de changer l'écosystème industriel, mais véritablement quand même toujours sous l'égide de l'État ou des fonds qui sont en partie des fonds d'origine étatique. On a une question qui me paraît très importante aujourd'hui. Il se trouve que le spatial revient à la mode et je fais pas mal de conférences et j'ai des étudiants aussi, qui est vraiment un sujet qu'on revoit et qu'on avait vu dans les études de la NRT, cette question de la durabilité. Cette question du coût carbone et cette question du devenir après la fin de l'exploitation. On voit bien tous les reliquats que les exploitations industrielles peuvent poser sur Terre. Comment ça va se passer sur la Lune, sachant qu'accessoirement, les astronomes sont modérément enthousiastes à l'idée d'avoir de la poussière qui flotte autour de la Lune s'ils veulent utiliser la face cachée pour un observatoire, etc., etc. Donc il y a quand même beaucoup de sujets qui sont des sujets très importants. Et il me semble que nous, les Européens, nous arrivons un peu après. Nous sommes en train de forger notre réflexion, on le voit bien, on est au groupe prospective. Donc je pense que là, c'est très important qu'on les intègre et qu'on ait un discours clair sur le sujet. Les industriels commencent à le penser, la loi sur les opérations spatiales du CNES, qui évoquera sans doute Pascal Utrecht-Guérard, est une loi importante, mais où est-ce qu'on va dans cette direction? Et là aussi, est-ce qu'on se singularise dans cette direction? Ce qui me paraîtrait une option. On retrouve les préoccupations de protection planétaire, qui préoccupent aussi beaucoup à la fois les astronomes et les scientifiques, mais aussi le public. Et donc, on en arrive à un point qui me paraît particulièrement sensible aujourd'hui, qui est la relation entre la puissance publique, les médias et les opinions publiques, puisque aujourd'hui, on a un discours des médias sur le spatial qui est très souvent un discours décalqué du discours anglo-saxon et qui n'est pas toujours très informé. Donc le rôle des médias sur ces sujets-là est extrêmement important et il me semble que ce serait également un point sur lequel il faudrait s'attacher. Voilà, j'ai peut-être été un peu longue, mais j'ai dressé le tableau général. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Madame Utrecht-Guérard. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc, on va parler des ressources lunaires. Alors déjà, peut-être, qu'est-ce qu'on entend par les ressources ? Ici, en fait, on va se focaliser sur les éléments du tableau périodique de Mendeleïev, c'est-à-dire les atomes et les molécules qui en dérivent, par exemple l'eau, l'hydrogène, l'oxygène, les minéraux, ce genre de ressources. Alors tout d'abord, je voudrais insister sur un point, c'est qu'il y a déjà un enjeu de connaissance. Puisqu'en effet, on a une connaissance qui est très parcellaire de ces ressources spatiales, en particulier notamment sur la Lune, qui est pourtant effectivement un corps qui est assez proche de nous. C'est souvent des connaissances qu'on peut avoir, qu'on a acquis par des observations à distance, donc à travers de la spectrométrie par exemple. Donc c'est des approches qui sont quand même relativement macroscopiques, qui couvrent la surface et non pas ce qu'il y a en dessous. Ou alors à travers des observations in situ, mais alors à ce moment-là, elles sont assez locales. Et là aussi, elles restent cantonnées à la proche surface, en tout cas, de la Lune. Alors on a eu des missions robotiques ou habitées in situ qui ont permis effectivement de faire cette prospection de surface. Ça a été montré par Isabelle dans son diagramme. S'agissant de la Lune, on a assez peu finalement de points d'observation. On a parcouru au mieux quelques dizaines de kilomètres sur la surface de la Lune et donc la connaissance qu'on peut en avoir est quand même très, très partielle. On a aussi donc la possibilité de faire des retours d'échantillons. Ça a été fait donc bien sûr dans le cadre des missions Apollo où on a ramené quelques centaines de kilos de roches lunaires.
On le fait également sur des astéroïdes, hein, ça a été le cas par exemple sur Ryugu avec la mission Hayabusa, ou avec l'astéroïde Bennu avec donc Hayabusa, la mission japonaise, et de même avec l'astéroïde Bennu avec la mission Osiris-Rex des États-Unis. Mais là, on parle de quelques grammes, hein, de récoltés, voire quelques centaines de grammes s'agissant d'Osiris-Rex, puisqu'on a quelques incertitudes sur ce qui a été effectivement, ce qui pourrait être ramené. Et puis plus tard, on parle aussi de retour d'échantillons de Mars, hein, mais là c'est dans un futur plus lointain, à l'horizon 2030. Ce sont des missions qui coûtent plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards d'euros. Donc vous voyez, j'ai parlé au mieux quelques centaines de kilos pour les missions Apollo, plusieurs grammes ou dizaines de grammes pour d'autres missions. Donc au jour d'aujourd'hui, hein, le coût de rapporter des échantillons de matière extraterrestre sur Terre est très largement prohibitif. Et donc on comprend que ce n'est pas demain qu'on fera un usage terrestre de ces ressources. Même le Luxembourg, hein, qui est un pays très en pointe sur ces sujets-là, se projette sur ce type d'éventuellement de retour de matière extraterrestre sur Terre, se projette à 20 ans et au-delà. Alors quel usage du coup de ces ressources ? Bien, on va plutôt se focaliser effectivement sur l'utilisation in situ de ces ressources, hein, ce qu'on appelle l'ISRU, à la fois pour du support vie en cas de vol habité, hein, donc pour fournir de l'oxygène, de l'eau, hein, en support vie des astronautes, des futures missions Artemis par exemple, ou des éléments de construction, que ce soit donc des métaux, des minéraux, en utilisant notamment le régolithe ou les roches. Pour construire quoi ? Bien des habitats, des infrastructures, ou encore une utilisation pour produire du carburant, puisque, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, la Lune est vue comme un tremplin d'une certaine façon pour aller explorer des corps plus lointains comme Mars, bien sûr, et donc la possibilité de produire et de décoller de la Lune pour aller produire des ressources de carburant pour décoller de la Lune pour aller vers Mars, par exemple, est quelque chose qui est également envisagé. Alors il y a des enjeux de connaissance, mais il y a également des enjeux technologiques, puisque là on parle donc de faire des forages, de conditionner ces matériaux, de les stocker, de les usiner, avec toutes les contraintes qui peuvent être liées à l'environnement spatial. Donc là, sur cette utilisation in situ des ressources, on est plutôt à un horizon de 10 ans, hein, dans les prospectives ou les perspectives que nous pouvons avoir. Alors quelles sont les activités en cours et à venir ? Eh bien, il y a tout d'abord donc un travail important de prospection de ces ressources. Au niveau européen, l'ESA avait un projet qui s'appelle Prospect, qui devait voler sur Luna 27, donc avec les Russes. Donc voilà, je pense qu'il va falloir trouver un autre véhicule pour héberger ce type de mission. Alors, il s'agissait en fait d'un forage et d'un laboratoire d'analyse in situ, hein, et notamment pour étudier la présence d'eau dans le sous-sol martien. Nous avons également donc des expérimentations en conditions réelles, hein, qui ont pu être menées. Par exemple, l'expérimentation MOXIE, qui consiste à produire de l'oxygène à partir du CO2 de l'atmosphère de Mars. Hein. C'est une expérience de la NASA, du JPL et du MIT qui est embarqué sur la mission de la NASA Perseverance. Donc, qui a produit en avril 2021 5 grammes d'oxygène, hein, donc ce qui correspond à peu près à 10 minutes de respiration pour un astronaute. Donc ça consiste en fait, hein, à aspirer, compresser, chauffer, puis cliver le CO2 de l'atmosphère de Mars pour produire de l'oxygène et du monoxyde de carbone. Alors c'est extrêmement consommateur en énergie, hein. Quand on met en route cette expérimentation, les autres expérimentations sont arrêtées. Nous avons également d'autres approches qui consistent par exemple à faire des simulations du régolithe de la Lune. Alors, ce sont des expérimentations qui sont réalisées, par exemple, par l'Agence spatiale européenne, hein, dans le cadre de European Astronaut Center, qui, donc, à partir de roches souvent basaltiques, consiste à simuler le régolithe. Il y a également un consortium français avec les mines d'Albi, IRAP et l'ONERA qui cherche à faire la même chose en Auvergne, hein, en utilisant les roches volcaniques des volcans d'Auvergne.
Et donc là, c'est donc l'objectif de voir ce qu'on peut faire avec ce régolithe, dont on sait qu'il n'est pas lunaire, qui n'est pas une substance très sympathique. C'est très abrasif, ça pose beaucoup de difficultés ne serait-ce que pour l'environnement des astronautes, les combinaisons, etc. Mais aussi après, que peut-on faire de ce matériau? Telle est la question. Il y a également donc l'International Space Exploration Coordination Group qui a produit un rapport en 2021 qui s'appelle l'ISRU, donc In Situ Resource Utilization Gap Assessment Report, qui vise donc à faire l'inventaire de tout ce qu'il faudrait pouvoir être capable de faire et quelles sont les problématiques d'innovation, de connaissances et d'innovation qui sont associées à ces besoins. Voilà pour ce qui est donc des activités, je dirais, des missions et des recherches en cours. Alors évidemment, derrière ça, il y a également tout un cadre juridique qui n'est pas et qui évidemment est important à considérer, puisqu'il s'agit de mener ces activités dans le respect des traités existants, surtout le traité de l'espace de 1967. Qui propose notamment le principe de non-appropriation par un État ou un privé de corps célestes, extraterrestres. Donc si on fait un petit focus sur les aspects juridiques, je vais rester quand même assez général. Si vous avez des questions plus précises, ma collègue qui est une experte en droit spatial qui pourra éventuellement vous répondre. Alors si on parle des aspects juridiques, alors, il y a un certain nombre de pays qui se sont dotés de lois nationales, s'agissant donc de l'exploitation des ressources extraterrestres. C'est le cas des États-Unis avec un Executive Order en 2020, le Luxembourg qui finalement a été précurseur sur ces sujets-là en 2017, et les Émirats arabes unis qui ont également mis en place une loi en 2020. Et donc, ces lois visent à autoriser l'exploitation des ressources spatiales et leur appropriation dans le cadre d'une utilisation dans le cadre des ressources extraterrestres. Alors, s'agissant de la loi relative aux opérations spatiales de la France, qui a été mise en place en 2008 et qui vise à couvrir, à protéger les biens et les personnes dans le cadre de l'exploitation, de l'utilisation de l'espace, de l'accès et de l'utilisation de l'espace, ne couvre pas ces aspects d'exploitation des ressources. Et donc, c'est un sujet qui est à l'étude actuellement, puisqu'une révision de cette loi est en cours pour prendre en compte toutes les évolutions récentes des activités spatiales qui ont beaucoup évolué ces derniers temps. Et donc cet aspect-là devra être également pris en compte dans la loi française. Alors, il y a aussi le cadre multilatéral, et donc ce sont les fameux accords Artemis qui ont été proposés par les États-Unis à leurs partenaires internationaux, que la France a signé en juin cette année. Qui a une section qui est entièrement dédiée à cette problématique de l'exploitation des ressources, qui met en avant le bénéfice pour l'humanité, pour le support aux opérations, insiste sur la nécessaire cohérence avec le traité de 1967, le besoin d'informer les Nations Unies sur les activités relatives à cette exploitation, et insiste aussi beaucoup sur les efforts multilatéraux qui sont nécessaires pour travailler sur ces sujets-là. Voilà, donc la France a signé ces accords Artemis, considérant que ces accords n'étaient pas en opposition avec le traité d'utilisation de l'espace de 1967, que la France a signé et ratifié. Alors, la France a signé ces accords Artemis tout en insistant beaucoup sur le besoin de continuer les travaux dans un cadre multilatéral plus ouvert, plus large, au sein du COPUOS. Et notamment, la France a poussé pour la création d'un groupe de travail qui couvre les activités d'exploration, d'exploitation et d'utilisation des ressources spatiales. Ça a été fait, la décision de la création de ce groupe a été prise lors de la 60e réunion du sous-comité juridique du COPUOS.
Donc ce groupe a vu son mandat et ses attributions définis. Donc il s'agit à la fois de l'échange d'informations, de définir d'identifier les activités de R&T et d'innovation qui sont nécessaires. Cela couvre évidemment aussi les aspects juridiques, en particulier donc, par rapport aux traités existants. Également, ça pose également la question des avantages de nouveaux instruments de gouvernance, si besoin était. Ça évoque la possibilité d'avoir un ensemble de principes de base qui pourraient déboucher sur une résolution des Nations Unies et un certain nombre de points qui seraient à approfondir. Donc voilà, ces travaux sont en cours. C'est vrai que le processus onusien est un processus qui est assez long, mais qui, quelque part, est nécessaire puisqu'il a l'avantage d'embarquer toutes les grandes puissances spatiales, ce qui, évidemment, est essentiel dans ce cadre-là. Alors, autre point important qui a été évoqué par Isabelle, notamment vers la fin de sa présentation, c'est évidemment la stimulation du secteur privé. Alors évidemment côté américain, il y a énormément d'initiatives qui ont été prises, qui sont en cours, des challenges, des prix, pour stimuler ces activités privées autour et éventuellement sur la Lune. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le programme CLPS pour Commercial Lunar Payload Services, qui a été mis en place en 2019. Donc voilà, une forte activité aux États-Unis, mais effectivement des acteurs privés qui agissent beaucoup quand même pour le compte de la puissance publique, et sur des financements qui sont en grande partie des financements publics. Côté Agence spatiale européenne, dans le programme enveloppe d'exploration, il y a de plus en plus d'activités qui visent également à favoriser la prise d'initiatives d'acteurs commerciaux, mais ça reste quand même assez émergent. Côté français, il y a donc eu l'initiative de la NRT Objectif Lune, dont parleront mes collègues Clarisse et Alban. Côté CNES, le CNES s'est associé à l'incubateur NUBO pour promouvoir, donc, à travers Tech the Moon, pour donner la possibilité à des startups de bénéficier d'un programme d'incubation. Donc il y a au jour d'aujourd'hui 8 startups qui ont été sélectionnées et qui bénéficient ou qui vont bénéficier de ce soutien pour l'innovation. Le CNES a également des activités de prospective à travers Spaceable. Donc là, c'est vraiment le volet plus prospectif. Et nous travaillons au sein du CNES à une feuille de route technologique qui recouvre, alors pas seulement l'aspect ressources spatiales, mais également tout ce qui est vol habité, support vie aux astronautes, la question se nourrir, respirer, boire dans l'espace en font partie, bien sûr. Donc ce sont des choses qui sont à l'étude actuellement. Alors comme vous le voyez, donc, ce sont des activités qui restent en tout cas au côté européen relativement préliminaires, mais on voit bien qu'il y a au niveau des agences spatiales au niveau européen et en particulier au CNES une volonté de s'impliquer de plus en plus dans ces activités. Et effectivement, je pense qu'il y a un point sur lequel nous devons être attentifs, et ça a été très bien dit par Isabelle, c'est les aspects aussi durabilité de ces activités. Il me semble qu'effectivement, la France a toujours finalement été assez exemplaire dans ses activités spatiales, et notamment en se dotant très, très vite finalement d'une loi relative aux opérations spatiales. Et donc je pense que ça doit rester aussi un peu notre marque de fabrique, si je puis dire, de faire attention à la durabilité des activités et à la protection des biens et des personnes. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Mme Clarisse Angelier. Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci beaucoup de votre invitation, et aussi merci de votre discours introductif, de vos discours introductifs, parce que vous osez des mots comme souveraineté, militarisation, géopolitique, commercialisation, et c'est assez nouveau. Et je parle au nom des membres de la NRT qui ont participé aux travaux qu'on mène sous la présidence de Claudie Aigneret et aussi partiellement du
du CNES. Je dis partiellement parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais on a eu du mal à parler de ça de manière très libérée, et on était beaucoup plus sur la question bien tenue de l'exploration plutôt que d'ouvrir des chantiers sur des problématiques. Et vous le voyez un peu dans le livre blanc, où on affirme vraiment les questions de dimension militaire, géopolitique, conflit, etc. Et ça, je vous remercie d'oser en parler, parce que c'est un véritable sujet, et de découpiller les tabous pour pouvoir exposer, débattre et décider en votre cénacle ensuite, mais me paraît extrêmement précieux. Donc vraiment merci. Je parle aussi au nom des membres de la NRT, dont je rappelle l'intersectorialité, ça couvre tous les secteurs d'activité publics et privés, et surtout toutes les disciplines scientifiques. Alors moi, mes messages, je vais essayer d'être assez rapide, mais mes messages d'abord, c'est qu'il faut qu'on ait conscience qu'il s'agit d'une approche européenne. C'est pas la France, c'est pas l'Allemagne seule, c'est pas les Pays-Bas, c'est vraiment une question qui se veut au niveau européen. Et la France est un acteur historique du spatial, donc elle a son mot à dire, mais c'est vraiment en ce sens, c'est-à-dire au niveau européen, que nous pourrons discuter avec les États-Unis d'une part, les Chinois dont on a rappelé les États sur la ligne, l'État du niveau spatial sur la ligne du temps, mais qui ont bien décidé de s'emparer de la maison Lune. Et donc si nous, Européens, nous voulons pouvoir compter dans la gouvernance de ce terrain lunaire qui n'est pas une option, c'est-à-dire sauf si l'humanité disparaît à l'horizon de 2100, on ira sur la Lune, l'humain ira sur la Lune. Donc là on n'est pas dans le questionnement si on va y aller, on est dans le questionnement si l'Europe doit participer ou non à cette aventure, sur l'autel effectivement du bien commun, des dimensions humanistes, des valeurs de durabilité, de la protection de la maison Terre avant tout, parce que ce berceau duquel on sort, enfin a priori, on va pas le détruire au bénéfice de quelques happy few qui iraient sur la Lune. Mais si on veut compter, il faut être dans le cénacle de la gouvernance, donc en être. Et pour en être, il y a en fait qu'un vrai levier. C'est le levier scientifique et technologique. Si on n'a rien à apporter d'autre que nos beaux propos, ça suffira pas. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu de compétences technologiques, et les entreprises du spatial historique sont prêtes à en jouer, mais les non spatiales aussi. C'est-à-dire que moi j'ai vu au travers de l'organisation du Gala Lune, qui a été autofinancée, et ça je le dis, grâce aux acteurs du non spatial. Il y a eu aussi, Ariane Group était là, le CNES était là, mais il y a eu des gens de l'automobile, il y a eu des gens de la construction bâtimentaire, il y a eu des gens de la communication. Donc on voit bien que l'homme s'est emparé des orbites basses terrestres, mais a vocation à s'emparer des orbites lunaires, et on a milité pour une constellation européenne de communication autour de la Lune, et on milite pour que nos entreprises privées du spatial et du non spatial, ensemble, appuient la dimension française et européenne pour constituer un objectif stratégique qui se décline au niveau militaire, scientifique, technologique, d'exploration, peut-être d'exploitation, mais permettent à la Maison Europe d'en être. Alors, je vais m'arrêter une seconde sur l'aspect scientifique. Comme vous l'avez dit, Pascal, on a encore beaucoup à apprendre. Donc, on voit bien que la Maison Europe a déjà, dans sa justification d'y aller, des connaissances scientifiques sur lesquelles elle a toujours misé, et ce serait bien dommage qu'elle s'en départisse, alors qu'on a encore à apprendre de l'exploration spatiale, notamment à partir d'une phase cachée où on peut installer des appareils bien ancrés sur un sol entre guillemets fixe, qui est moins le cas sur les observateurs qui sont sur des sondes et qui bougent, ou qui sont sur des orbites d'un autre ordre. On a à voir aussi la physiologie et la psychologie de l'humain dans l'espace. Or ça, c'est une dimension qu'il faut encore approcher. On sait que l'ISS va s'arrêter, donc évidemment notre petit satellite, qui est quand même somme toute tout à fait près de chez nous, est un bon laboratoire, et ça sont des dimensions scientifico-technologiques qu'il faut qu'on cultive, enfin de notre point de vue, et les entreprises, et ça j'insiste, ont mis ça dans leur feuille de route. Alors elles le disent ou elles le disent pas, mais quasiment toutes les entreprises du CAC y ont pensé. Alors elles vont le décliner de manière affichée, elles vont participer, comme certaines entreprises de l'automobile, à des programmes
programme de la NASA parce qu'elles y ont été appelées ou parce qu'elles ont décidé de le faire. Elles y ont pensé en le disant un peu ou en ne le disant pas. Moi, j'ai des entreprises que je ne citerai pas qui l'ont mis dans leur feuille de route mais qui ne l'affichent pas parce que, évidemment, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'image. Et c'est là où j'en viens à la dualité. Un autre message que je souhaite porter, c'est quand on programme des recherches R&D vers la Lune, eh bien, à la manière de ce qu'on peut faire dans le milieu militaire, ayons le réflexe de programmer des choses duales, c'est-à-dire de financer des programmes de recherche pour le spatial, mais avec un ROI terrestre. Et on voit bien la question, vous êtes intervenu avec nous sur les déserts, au Festival international de géographie, on voit bien qu'on a des problèmes terrestres qui renvoient quelque part à la capacité de recyclage, de vie dans des milieux extrêmes. Et donc, si d'impulsion, on se dit l'Europe y va pour porter une parole aux valeurs humanistes, je fais de court, mais tout le monde a compris, et de durabilité, parce qu'on va financer des programmes à tendance duale, je pense qu'on a une équation qui peut parler à nos concitoyens. Et c'est en ce sens que je voulais m'exprimer. Et puis je finis sur les compétences. Là aussi, on a une histoire historique avec le spatial. L'Europe fait partie des grandes puissances conquérantes. Et c'est un mot là aussi qui n'est pas très à la mode, mais enfin d'exploration d'autres territoires, je vais le dire comme ça. Et on a besoin de compétences. On sait, et la NRT porte aussi ce discours que les entreprises françaises, si on veut faire des champions de demain à partir des startups ou d'entreprises déjà installées, il va falloir davantage renforcer les compétences en scientifique au sein des entreprises, que ce soit du niveau ingénieur, mais surtout du niveau de doctorat. Et là, on a des enjeux extrêmement intéressants qui vont mobiliser les jeunes. Tous les matins, on entend dans les radios que les jeunes veulent que leur programme change avec plus de durabilité, plus d'environnement, mais mettons aussi du spatial, mais un spatial propre. Effectivement, emmenons-les sur des territoires qui font rêver dans cette dualité. Et donc, je termine sur ce besoin de compétences. Merci de votre attention. Merci à vous. Et pour conclure ces prises de parole, avant de laisser à nos rapporteurs et puis à chacune et à chacun de nos collègues l'occasion de vous poser des questions, passer la parole à Alban Guillaumarche. Donc je vois qu'il est déjà 9h30, donc je vais essayer de faire court, mais en même temps, que reste-t-il à dire après les trois exposés qui précèdent? Peut-être commencer devant cette délégation sénatoriale à la prospective par rappeler que quand on envoie des objets dans l'espace, on n'a peut-être pas la même conception du temps que le commun des mortels, et que ce qu'on appelle demain en dehors du Sénat, ici même ou ailleurs, n'est pas le même demain que quand on parle d'espace. Ce qui fait que le premier élément que je veux mettre en avant, et je rejoins en cela les trois positions précédentes, c'est que la question du retour sur la Lune n'en est plus une. Les Américains et les Chinois vont y aller, et demain, et un demain au sens spatial, c'est-à-dire d'ici une grosse dizaine d'années. Mais demain quand même. Autre trait structurel à mettre en avant de ces nouvelles ambitions lunaires, c'est qu'on a pour projet d'installer une base en expansion durable, une base permanente, et que donc les besoins sont renouvelés, à la fois en énergie, en support de vie, mais également en fait l'intégralité des besoins qu'on avait par le passé. Mettre des astronautes plusieurs semaines sur la Lune, ça n'est pas les faire survivre pendant quelques jours. Il ne s'agit pas seulement de les faire nourrir, de s'assurer qu'ils aient de l'oxygène pour quelques jours et qu'ils puissent remonter après et revenir de façon sécurisée. L'enjeu à ce stade, c'est de les faire vivre. Le besoin énergétique n'est pas le même, le besoin d'espace n'est pas le même. En fait, en quelque sorte, tous les paramètres ou presque changent. Il s'agit donc non pas de retourner sur la Lune, et en cela, profitons d'être au Sénat français pour donner tort au président Obama. Non, nous sommes déjà allés sur la Lune. De cette façon-là, pas encore. Et donc, il faut réapprendre, sans doute, à retourner sur la Lune. L'autre trait structurel, et c'est celui qui nous réunit ce matin, c'est que les ressources sont en effet au cœur des nouveaux programmes lunaires américains et chinois. Les ressources sont au cœur de ces programmes, et donc ça n'est pas un sujet de pure prospective. Certes, il reste encore des barrières technologiques à surmonter pour pouvoir exploiter ces ressources. Il faut encore trouver des solutions, des financements, une logique économique. Néanmoins, l'exploitation des ressources spatiales n'est pas pour après-demain, elle est pour demain, et ce demain est immédiat. À mon sens, il faut distinguer deux types d'exploitation des ressources spatiales, une qui relève de la prospective pure et qui n'est pas à considérer dans l'immédiat, et une qui relève d'enjeux beaucoup plus concrets, celle qui relève du spatial de demain comme je l'évoquais. La première exploitation des ressources, c'est celle d'exploitation de ressources spatiales à des fins terrestres, c'est-à-dire
ponctionner des ressources dans l'espace, les ramener à Terre et s'en servir pour produire de l'énergie pour la Terre. Clairement, comme l'a notamment avancé Pascal Ultret-Guérard, ça n'est pas une exploitation des ressources viable et à considérer dans l'immédiat. Néanmoins, une exploitation des ressources spatiales pour l'espace, en particulier pour la production de carburant, c'est sur cet aspect-là que je vais me concentrer ce matin, cette exploitation des ressources-là est tout à fait à envisager, est un enjeu immédiat et sans doute celle qui est la plus réaliste à considérer. L'exploitation des ressources spatiales à des fins spatiales, donc ISRU, In Situ Space Resource Utilization, est une exploitation pour le demain immédiat, comme je l'ai dit. Et juste à titre informatif, la NASA a quand même misé 1 milliard, je le répète, 1 milliard de dollars, c'est-à-dire un demi-budget spatial français, sur le développement de technologies d'utilisation de ces ressources. Alors, bien évidemment, vous me direz, il y a des défis technologiques à relever, mais les technologies impliquées pour cette exploitation de ressources reposent sur des technologies déjà en cours de développement ou développées pour la Terre, notamment dans le cadre de la transition énergétique et de l'hydrogène. Je vais y revenir dans un instant. Alors, ne demandez pas aux juristes que je suis de vous construire les machines qui vont exploiter ces ressources, j'en suis tout bonnement incapable. Néanmoins, la NRT, par son groupe Objectif Lune, a eu la chance de compter des ingénieurs dans ses rangs et vous pourrez retrouver à l'intérieur de notre livre blanc justement ce mode d'emploi partiel de l'exploitation des ressources. Donc avec eux, dans le livre blanc, nous avons dessiné les contours de ce que pourrait être ce modèle d'exploitation des ressources lunaires et en quelque sorte, pour faire simple, on peut extraire de la régolithe lunaire, chauffer dans un réacteur catalyseur de l'oxygène, les 10 réacteurs catalyseurs devant être approvisionnés en énergie et ça n'est pas un point à contourner, mais néanmoins on peut en effet extraire de la régolithe lunaire de l'oxygène et sur l'eau lunaire, à condition d'y arriver les premiers et d'être sûr de pouvoir la récupérer, de cette eau lunaire par électrolyse on peut récupérer de l'hydrogène et magie, si vous mettez de l'hydrogène et de l'oxygène dans une fusée, elle démarre. Il s'agit donc de transformer la Lune en une sorte de station-service pour fusée. Alors je sais que la métaphore n'est peut-être pas bienvenue vu l'actualité récente, mais si on arrive à en tout cas trouver un moyen de fabriquer du carburant pour fusée à partir de la Lune, il sera beaucoup plus simple de faire Terre-Lune, Lune plus l'infini, que de faire Terre plus l'infini. Donc globalement l'enjeu à ce stade, il est d'utiliser ces ressources lunaires pour fabriquer du carburant. C'est une des exploitations des ressources possibles, comme l'a mis en avant Pascal Ultret-Guérard. Il existe d'autres applications d'utilisation des ressources spatiales, notamment pour la construction, l'habitat et le support de vie. Celle-ci, qui se concentre sur le carburant, et c'est l'argument principal qu'on tient dans le livre blanc, sert la durabilité des missions spatiales. Alors, en effet, il y a quelque chose de paradoxal dans cette affirmation. Exploitons des ressources au service de la durabilité. C'est sans doute un message qui paraît détonnant, on va dire, par rapport au discours qu'on tient aujourd'hui sur l'exploitation des ressources terrestres et la sobriété qu'on doit avoir vis-à-vis de ces dernières pour réussir à respecter nos engagements climatiques. Néanmoins, nous croyons à la NRT, à Objectif Lune, que cette exploitation des ressources spatiales sert la durabilité. Pour au moins 3 raisons. La première, c'est que contribuer à fabriquer dans l'espace du carburant, c'est encourager le réapprovisionnement en carburant des objets spatiaux et des missions spatiales. Donc c'est un élément à développer. Essayez de vous imaginer, votre voiture, vous la remplissez en moyenne de mémoire, les chiffres qu'on nous avait donnés, on va dire plusieurs centaines de fois au cours de sa vie. Un avion pareil, on le réapprovisionne en carburant. Un objet spatial, globalement, n'est pas réapprovisionné. Il est lancé, il vit sa vie. Au mieux, on le désorbite et il se désintègre et la mission est terminée. Au mieux, il ne se désintègre pas, au mieux, il reste en orbite, il n'a plus de carburant et ça se transforme en débris. Mais l'enjeu à ce stade, les objets spatiaux sont parmi les seuls objets de fabrication humaine non réapprovisionnés en énergie au cours de leur vie. C'est typiquement un discours qui n'est pas tenable dans le cadre d'une transition climatique et dans le cadre de nos engagements énergétiques. Donc, développer des technologies de fabrication de carburant dans l'espace, et on le précise bien dans le livre blanc, on peut commencer par tenter d'en produire, d'apprendre en tout cas à en produire en orbite basse, réapprovisionner en orbite basse, et ensuite développer les technologies qui permettront d'exploiter les ressources de la Lune pour fabriquer du carburant. Néanmoins, premier élément, donc, contribuer à l'intégration de cette possibilité de réapprovisionnement en carburant. Deuxième élément, évidemment, le maximum de ressources ponctionnées sur la Lune pour réapprovisionner des missions spatiales, c'est d'autant moins de ressources ponctionnées sur la Terre pour remplir les dites missions. Donc, en définitive, ça permet de faire une économie des ressources Terre-Lune. Le dernier élément, et c'est sans doute le plus important, dans une transition énergétique terrestre qui reposerait sur l'exploitation de l'hydrogène, les technologies développées pour l'ISRU sont à peu près les mêmes que celles qui sont appliquées à Terre, catalyseur, électrolyse, utilisation de l'hydrogène. Il y a donc dans le développement des technologies d'ISRU un effort commun Terre-Espace, une continuité des techniques, et on parle là de la transition énergétique du lendemain immédiat et pas après-demain, mais demain. Pour faire un parallèle avec un autre projet, l'exploitation des ressources
présentera sans doute ses premiers bénéfices, alors même qu'ITER, sur lequel on a investi, ne commencera même pas lui-même à présenter ses premiers bénéfices énergétiques. On parle bien d'une exploitation des ressources de demain. Alors certes, 10 ans, vous allez nous dire, pour le commun des mortels, c'est le début de la prospective, c'est le début de la temporalité prospective. Pour le spatial, 10 ans, c'est après-demain, voire demain même. Et enfin, j'aimerais quand même terminer par 2 éléments, et ensuite, en effet, ce sera sans doute intéressant d'avoir quelques questions, puisque le sujet est quand même très complexe. Celui de l'encadrement juridique. Puisque si je ne suis pas expert en ressources spatiales, néanmoins je reste doctorant en droit spatial, donc en principe je suis sur un terrain un peu plus familier que l'hydrogène et l'oxygène produits à partir d'électrolyse et de catalyse. Mais l'exploitation des ressources invite en effet à considérer leur encadrement juridique. Parce que si la conquête spatiale qui reprend, et il ne faut pas être pudique, on parle vraiment de course à l'espace entre les États-Unis et les Russo-Chinois, bon davantage la Chine, mais on parle bien d'un nouvel affrontement presque Est-Ouest dans le spatial, avec un écart toujours important, certes. Isabelle Sorbès-Vergès l'a mis en avant, la Chine a encore des choses à rattraper, mais néanmoins cet affrontement aura lieu. Et a priori, en parallèle, la guerre des grands traités spatiaux n'est plus, puisque depuis 1979 et l'échec de l'accord sur la Lune, le dialogue multilatéral qui pourrait aboutir à des grands traités sur l'espace est au moins un compromis, au mieux impossible. Et la plupart des juristes s'accordent à dire que profitons-en pour conserver l'acquis des grands traités spatiaux et ne les remettons pas en négociation. Et d'ailleurs, quand les Américains ont initié les accords Artemis, ils contribuaient en quelque sorte à renforcer cette logique de l'impossible accord multilatéral sur la Lune et sur l'exploitation des ressources spatiales et sur l'espace. C'est fini l'ère des grands traités spatiaux. Accordons-nous clairement là-dessus. Les accords Artemis initiés par les États-Unis ne sont pas un accord multilatéral. C'est au mieux une constellation d'accords bilatéraux, dominés par les Américains, par ailleurs. En quelque sorte, si vous me permettez une métaphore qui ne relève pas des stations essence, il s'agit presque c'est presque un contrat d'adhésion. La marge de négociation est en définitive relativement limitée. Les Américains apposent à leurs partenaires une certaine interprétation du droit de l'espace et très globalement, ils n'ont quasiment pas leur mot à dire dessus. Ces mêmes accords sont analysables comme une certaine interprétation du droit spatial international par la puissance américaine. On parlait tout à l'heure du respect du traité de 67. De fait, constatons qu'au moment où les accords Artemis sont sortis, la plupart des juristes de droit spatial étaient relativement choqués de l'interprétation américaine contenue dans ces accords Artemis de la non-appropriation des ressources. Ça, c'était pour la doctrine. De la part des autres États, la réaction était un peu plus mitigée. Et sans doute qu'on peut lire là, du point de vue de la perspective étatique, un élément intéressant, c'est que pour la plupart des partenaires des accords Artemis, la question de la propriété est remise sur la table. La question de la non-appropriation est peut-être devenue obsolète. Et en définitive, on est bien dans une double conquête juridique de la part des Américains et des Chinois. Les Chinois, pour l'instant, sauf erreur de ma part, et je parle sous le contrôle d'Isabelle, n'ont pas encore donné d'équivalent d'interprétation juridique de ce qu'ils entendaient comme étant le régime de propriété des ressources. Néanmoins, la nouvelle conquête de la Lune est bien une conquête du droit. Ce qui mène à un dernier point, celui de la France, et nous, dans tout ça, les accords Artemis, en définitive, les accords Artemis étaient tout à fait réalisables dans une version européenne. Pourquoi est-ce que les États européens ne se sont pas mis autour de la table et auraient pu décider de faire un accord relativement court, imaginons une dizaine d'articles qui auraient représenté une charte d'engagement européen vers la Lune. On y appelle dans le livre blanc au chapitre gouvernance. Néanmoins, sur la France, au-delà d'un accord européen type Artemis, j'aimerais revenir sur un dernier point, celui en effet mis en avant par Pascal Ultréguéra, qui est celui d'une loi française sur les ressources spatiales. La France a signé les accords Artemis en juin dernier, ce qui signifie quand même qu'elle s'engage aux côtés des Américains dans un projet Artemis qui a l'exploitation des ressources au cœur du programme. Donc en définitive, ne pas se doter assez tôt ou se doter trop tard d'une loi française sur les ressources spatiales, c'est risquer d'être un partenaire Artemis qui n'est pas doté d'une loi couvrant une des applications principales du programme. Donc, armons-nous dès aujourd'hui, à la lumière notamment de l'exemple luxembourgeois, d'une loi française sur les ressources spatiales. Nous en avons besoin pour clarifier le cadre français d'une exploitation des ressources, également pour sécuriser un environnement d'innovation en France autour de ces mêmes ressources, et enfin pour attirer également des start-up ou des projets d'entreprise qui souhaitent se centrer
concentrer sur cette exploitation des ressources. Et soyons fous, visons même une loi européenne sur les ressources spatiales. Alors clairement, l'article 189 du TFUE semble être une barrière difficilement contournable, puisque, pour le citer, pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, une politique spatiale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, etc., peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Bon, très bien, dans ces cas-là, mettons-nous d'accord entre partenaires ESA, d'un accord relativement limité de quelques articles, et ensuite gageons que chaque État membre de l'ESA saura les insérer dans son droit interne. Mais toujours est-il, armons-nous techniquement, armons-nous économiquement et armons-nous juridiquement. On est bien dans une nouvelle conquête de la Lune. L'urgence, c'est de s'y engager, et s'y engager notamment parce que cet affrontement Est-Ouest, États-Unis-Chine a besoin d'une tierce partie qui croit en quoi? En la durabilité, en la science et au progrès. Et cette tierce partie a des valeurs d'apaisement de l'affrontement, en tout cas russo-chinois, sur la Lune. Gageons que l'Europe puisse être une puissance d'apaisement. Et enfin, dernier point, j'aimerais également rebondir sur ce qu'a mis en avant Clarisse juste avant. En effet, nous avons besoin de compétences et sans doute allez-vous trouver le sujet très terrestre en définitive après un exposé sur la Lune, mais inquiétons-nous en tout cas de la baisse de l'engagement des jeunes lycéens dans les disciplines scientifiques et mathématiques, puisque ces jeunes étudiants sont les ingénieurs de demain. Alors peut-être que pour le spatial 10 ans c'est demain, mais 10 ans c'est le temps de faire un doctorat pour un étudiant qui passe son bac cette année. Et dans 10 ans, ce jeune doctorant, désormais docteur dans 10 ans, sera sans nul doute un talent européen à mettre au service des ambitions spatiales européennes. Comme quoi vous voyez, on a beau parler de ressources lunaires, ça a beau paraître être un sujet lointain, les enjeux sont immédiats et ils sont à quelques mètres d'ici. Voilà. Merci, un grand merci à vos interventions, pour vos interventions respectives. Je vais passer sans plus attendre la parole à Christine Lavarde parce que je crois qu'elle a des obligations afin qu'elle puisse vous poser les premières questions et derrière Vanina Paoli-Gagin. Oui, je m'excuse par anticipation si je dois vous quitter, mais on a des obligations beaucoup plus terre à terre, à savoir qu'on est toutes les deux membres de la Commission des finances et qu'il y a une nouvelle loi de finances qui arrive et on a l'audition du ministre à 10h. Donc ça sera beaucoup moins passionnant que tout ce qu'on a pu entendre ce matin. Et vraiment, merci beaucoup pour vos 4 exposés très complets les uns avec les autres. Alors, en fait, à vous écouter, il y a 2 questions qui me viennent. C'est aujourd'hui, finalement, pourquoi l'Europe n'arrive pas à émerger en tant que 3e puissance? Est-ce que le problème vient du fait qu'on est face à des blocs en Chine, on a un parti qui décide et tout le monde s'aligne. Aux États-Unis, on est à 1 et finalement en Europe, on est dans une configuration particulière, à savoir que l'ESA, ce n'est pas l'Union européenne. On peut être dans l'Union européenne et ne pas être dans l'ESA, et on peut être dans l'ESA et ne pas être dans l'Union européenne. Et donc, est-ce à dire qu'en fait aujourd'hui, cette entité a finalement 25-30 avis individuels qu'il est difficile de faire converger ensemble parce que les priorités ne sont pas les mêmes. Et on voit bien que, vous l'avez dit très justement, tout ça coûte très cher. Et comment aujourd'hui on peut justement arriver à redonner cette envie ou faire converger? Enfin, on voit bien que par exemple les pays baltes qui ont une inflation à plus de 20%, comment est-ce qu'ils vont pouvoir expliquer à leur population qu'il est important de venir augmenter le budget de l'agence pour répondre à des enjeux de moyen terme qui pourront peut-être derrière rapporter des richesses? Donc là, c'était ma première question. Et la seconde, elle porte sur la question du droit. Et quand on parle de questions économiques, et vous l'avez bien dit, il faut essayer d'attirer les acteurs privés. Un acteur privé, pour s'engager, il a besoin d'être certain que ce qu'il va faire va être protégé dans le temps. Et donc là, on voit bien qu'on est sur un espace, une ressource dont on n'arrive pas à savoir qui en est propriétaire. Et donc, est-ce à dire que c'est aujourd'hui le premier qui arrive, qui développera sa technologie, qui va tout capter? Ou est-ce qu'on a aujourd'hui déjà des prémices d'une sorte de régulation avec tous les enjeux de développement durable et de durabilité que vous avez aussi exposés?
C'est compliqué de négocier à plusieurs, mais en même temps, ça devrait être une fierté européenne de dire qu'on coopère à plusieurs États au sein de grands projets spatiaux européens. Alors certes, c'est plus compliqué pour la négociation, ça met plus de temps, et budgétairement, ça mène parfois à des négociations un peu marchands de tapis. Mais néanmoins, cette fierté de pouvoir coopérer ensemble, on doit la conserver, et c'est ça que ça signifie finalement négocier en tant qu'Européen pour aller dans l'espace. Et le dernier point, c'est peut-être sur la première question, ça devait être oui, c'était toujours la première question, juste pour la donnée, donc c'est une donnée de la NASA, donc c'est à prendre avec quelques pincettes, puisqu'en définitive c'est une promotion du programme Artemis par la NASA ou dans le cadre d'une étude économique. Mais le programme Artemis, ça représente 37 000 emplois aux États-Unis. Ça fait quand même, d'après la NASA, ça fait quand même 37 000 personnes qui touchent un salaire tous les mois grâce au maintien du programme Artemis. Et puis par ailleurs, c'est 2 milliards en tax revenue, donc on est quand même sur 37 000 emplois, 2 milliards de tax revenue pour le programme Artemis. Donc mine de rien, ça démontre. Certes, c'est compliqué d'expliquer à monsieur et madame tout le monde qu'on va augmenter le budget européen du spatial pour aller sur la Lune. Néanmoins, on peut leur mettre en avant que l'investissement fait pour la Lune a des bénéfices terriens immédiats. On parle bien d'emplois locaux, on parle de PME qui fabriquent des câbles dans le sud de la France jusqu'aux entreprises du CAC 40. On parle d'emplois locaux, pas forcément d'emplois dans quelques bassins spatiaux. On parle de PME qui contribuent à fabriquer des engins qui demain vont dans l'espace. Peut-être juste avant que vous n'interveniez, laissez la parole à Vanina Paoli-Gagin et puis vous répondrez parce que je crois que sinon on va être très compliqué. Juste en temps. Pardon. Merci Monsieur le Président. Merci beaucoup. Très sincèrement, c'était passionnant. On aurait envie de vous écouter toute la journée. On ressort moins bête de cette salle de réunion. J'avais une question, une remarque. Est-ce que vous pensez que la commande publique européenne, notamment, devrait être mobilisée en fait pour permettre un passage à l'acte finalement de ces acteurs que vous avez tous évoqués, pardon. Et puis je partage à 100% l'analyse qui est la vôtre de l'avantage compétitif qui pourrait être celui de l'Union à privilégier le dual et la durabilité. En fait, c'est notre seul moyen, je pense, de retrouver une avance par rapport au retard que l'on accuse dans ce domaine. Et puis aussi d'être porteur, comme on essaie de le faire, d'une approche éthique finalement de la techno, de la science, etc. Bernard Fialaire voulait juste... Des petits points d'éclaircissement, certains un très très terre à terre. Vous nous parlez donc de l'enjeu européen et vous avez parlé aussi de la singularité du Luxembourg. Je voudrais savoir comment vous articulez, comprendre un petit peu plus cette particularité. Et puis après une question. Moi, je suis un peu perdu dans l'espace, tellement c'est vaste. Vous nous parlez après de conquête de l'infini et de faire une escale sur la Lune pour l'infini. Est-ce que c'est un enjeu à la dimension ou bien est-ce qu'on peut trouver sur Terre des ressources et de l'énergie future qui permettent d'échapper à cette escale? Voilà. Alain, Richard. L'impression que me laisse cette présentation, c'est que donc nous voyons se développer des projets technologiques, scientifiques, économiques de grande ampleur dans une certitude d'insécurité juridique. C'est-à-dire que on est typiquement dans la situation extrême de législation extraterritoriale d'États qui n'ont rigoureusement aucune légitimité pour prononcer ces normes. La seule base juridique fiable qui puisse organiser et sécuriser ces activités serait une base comparable au traité de l'Antarctique, c'est-à-dire un traité universel. Elle est très certainement hors d'atteinte pour au moins une génération. Et donc, l'ensemble des activités touchant le corps lunaire va se faire sous des régimes étatiques
terrestres qui autoproclament leur capacité à fixer des normes sur un corps céleste, alors que n'importe quel autre des 195 États des Nations Unies peut émettre la même prétention, et que tout indique, comme le tableau tout à l'heure qui voyait apparaître, enfin qui présentait l'arrivée de nouveaux partenaires, de nouveaux intervenants, que cette prétention à légiférer va se démultiplier. Donc, tout ça promet un Far West potentiellement prospère pour les avocats et pour les assureurs, parce que, bien entendu, ça rendra beaucoup plus incertaine et beaucoup plus fragile le modèle économique de ces opérations d'investissement qui seront forcément lourdes et à long terme. Elle ne les arrêtera pas. Mais donc, il y aura besoin de se couvrir de multiples façons face au risque de concurrence non régulée. Alors, bien sûr, nous sommes en France, nous sommes au Sénat, et donc on doit, et puis pour certains d'entre nous, nous sommes vraiment européens. Donc on doit faire le passage obligé par l'engagement vers une contribution plus forte de l'Union européenne, mais en l'occurrence, j'ai beaucoup de mal à identifier ce que seraient les éléments de rapport de force, et économique et juridique, qui permettrait à l'Union européenne de jouer un rôle de honest broker. Et enfin, Daniel Guéret pour une dernière question et avant. Merci pour prendre la parole. Votre exposé, vos exposés. Moi, j'ai bien compris que dans votre exposé, vous nous avez bien expliqué que la question n'était pas de savoir si on irait un jour, on ira un jour, et de savoir surtout si l'Europe participerait ou pas. Et alors justement, sur ce point, dans vos différents exposés que vous êtes, j'imagine, amenés à faire sur le territoire européen, quel est votre ressenti sur le degré de mobilisation d'États européens comme l'Allemagne, par exemple? Est-ce qu'on partage avec les principaux pays européens quelques pistes sur lesquelles on pourrait s'engager pour promouvoir, ou est-ce que vous sentez que là aussi c'est à géométrie variable, ce qui expliquerait d'ailleurs pour une large part le fait que nous n'arrivions pas à se positionner sur le plan de l'Europe? Merci. Je vous cède à nouveau la parole pour que vous puissiez répondre. Je ne sais pas qui souhaite débuter. Comme vous souhaitez. Ces questions. Oui, pour revenir peut-être sur la position de l'Europe au niveau international sur ces questions d'exploration ou d'exploitation des ressources. Alors en fait, l'Europe, notamment à travers l'Agence spatiale européenne, a fait le choix, un choix qui me paraît assez, comment dirais-je, tout à fait honorable, de la coopération. De la coopération internationale, donc effectivement, avec une capacité quand même assez forte à coopérer finalement pratiquement avec tout le monde. Bon, avec la Russie, on l'a vu, ça va plus être trop possible là dans les années qui viennent, mais en tout cas voilà, donc c'était le choix qui a été fait et assumé quelque part, donc on a eu le principe par exemple des barters s'agissant de l'utilisation de la station spatiale internationale. L'idée c'était d'avoir un peu le même dispositif dans le cadre par exemple des missions Artemis sur la surface lunaire ou avec le Gateway. Donc voilà, l'idée c'est donc d'apporter des briques à des missions d'envergure internationale. Est-ce qu'il faut demain effectivement s'affranchir de cet aspect partenariat? Bon, on a au jour d'aujourd'hui une réflexion qui doit qui en tout cas qui a été encouragée par le président Emmanuel Macron, de voir si l'Europe voulait se doter d'une autonomie en matière de vols habités pour l'orbite basse. On voit que rien que ça, quand il y a des discussions au sein de l'Agence spatiale européenne, ce type d'approche ne fait pas l'unanimité. Donc, comment passer de la coopération internationale à la souveraineté? Probablement qu'il ne faut pas passer d'un extrême à un autre. Enfin voilà, il y a toute une réflexion qui est en cours et qui n'est pas évidente à mener.
Par ailleurs, on parlait aussi tout à l'heure du rôle de l'Union européenne. Alors au jour d'aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas très impliquée dans ces affaires d'exploration de l'espace. C'est un territoire, j'ai envie de dire, revendiqué par l'Agence spatiale européenne. Donc l'Agence spatiale européenne qui, avec d'une certaine façon aussi, a certaines limitations. C'est une agence intergouvernementale de R&D. Donc c'est effectivement une agence très forte pour la réalisation et la participation à des grands programmes spatiaux avec des enjeux technologiques, scientifiques, etc. Maintenant, effectivement, dès lors qu'on commence à parler de dimension politique, de règlement ou de loi, enfin de choses comme ça, effectivement, là, on voit bien qu'on ne pourra pas se contenter, entre guillemets, de passer par l'Agence spatiale européenne. On peut effectivement avoir des discussions avec nos partenaires, mais la dimension politique va exiger effectivement une implication plus grande au niveau de l'Union européenne s'agissant des pays européens. Voilà, peut-être je vais laisser mes collègues compléter. Merci Pascal. C'est vrai qu'en la dualité ESA, Commission européenne, avec des enjeux, des histoires différentes, et moi je salue évidemment la présence de l'ESA dont il faut garder le potentiel, la dynamique, le périmètre, mais c'est vrai, et on le voit bien avec notre commissaire Thierry Breton, il y a sûrement des dialogues, des modes de fonctionnement, des intégrations à adopter pour qu'il y ait une sorte de coopération, de méta-gouvernance de cet ensemble et de permettre d'impliquer absolument tout le monde, puisque vous l'avez dit, on a des frontières avec ces organisations qui ne sont pas cohérentes, donc il faut chercher cette cohérence. Là, alors moi je ne suis pas une spécialiste des gouvernances spatiales de chaque État européen, mais j'ai le sentiment que l'Allemagne fait un travail intéressant en mobilisant son industrie privée du non spatial. On parle de robotique, on parle de mobilité, et ça, c'est à regarder de près, avec d'autres États qui sont, l'Italie aussi, qui sont assez présents et en dehors du spatial historique, c'est-à-dire des lanceurs, etc. Donc, je nous invite vraiment, et on nous invite, nous, la NRT, à travailler avec les entreprises du non-spatial européen, même si parfois ça dépasse un peu notre périmètre de légitimité. Et merci, monsieur le sénateur Richard, pour cette déclinaison, effectivement, de cette certitude d'y aller dans un contexte incertain. Alors, c'est souvent le cas en R&D. On fait bien des choses dans une forme de certitude de trouver un vaccin ou, sous-entendu, la technologie ou la science peut tout, dans des contextes de grande incertitude. Et c'est là où on voit qu'il faut se mettre ensemble. Et je finis généralement mes éditos ensemble parce que c'est ça qui peut limiter les risques que vous avez décrits. Et bien sûr, on est dans une limitation et certainement pas une absence, une levée complète des risques, sachant qu'en plus on vit dans l'incertitude des comportements humains, des choix politiques, et on le voit en ce moment. Rien n'est acquis, ô combien. Voilà, je vais laisser ma parole à mes camarades. Oui, j'aimerais juste répondre sur les aspects juridiques et sur les incertitudes. De fait, la privatisation et la commercialisation des activités spatiales s'est fait dans un cadre juridique relativement produit par l'industrie, dans la mesure où les lois spatiales nationales sont plutôt généralement une déclinaison des engagements pris dans les traités, donc surveillance, autorisation d'opération, immatriculation, etc. Et donc on constate quand même trois grands traits dans le droit des activités spatiales privées, à savoir un recours quasi systématique à l'arbitrage, une importance de la source contractuelle dans le droit spatial, et le troisième élément qui est lié avec le New Space, une diversification des sources de capital, des sources de financement, notamment via les venture capitals et autres. Donc on constate quand même que les investisseurs savent en tout cas être relativement rassurés par la façon dont le droit spatial s'opère aujourd'hui. Donc moi, ce que je veux mettre en avant, c'est que gageons que sur la Lune, en réalité, le droit privé spatial, face à une négociation du droit public interétatique spatial s'agissant de la Lune relativement freinée, ou en tout cas plus multilatérale, gageons que cette régulation contractuelle, cette régulation des assurances et autres réussira
suffira à trouver sa souplesse suffisante. Sur la question enfin de la propriété dans l'espace, moi en ce moment, pour tout vous dire, je m'intéresse beaucoup à l'histoire juridique de la conquête du Nouveau Monde, et il y a eu au moment, le sujet arrive, hein, il y a eu au moment où on est arrivé dans le Nouveau Monde, donc l'utilisation d'un recours issu du second traité du gouvernement civil de Locke, à savoir que les indigènes ne travaillant pas leurs terres, puisque à l'époque, selon les colons, c'était des chasseurs-cueilleurs, donc ces indigènes ne travaillant pas leurs terres, ils n'avaient aucun titre de propriété ni de souveraineté sur le territoire sur lequel les colons arrivaient. Et en définitive, on va sans doute se retrouver avec une relative analogie s'agissant de la Lune, à savoir que le premier à utiliser le site d'atterrissage sera celui qui bénéficiera d'un droit exclusif sur ce territoire, et tant pis pour les autres. Et en réalité, sans doute que le débat sur la propriété spatiale et la propriété des ressources aurait pu être plus apaisé, toujours compliqué, mais plus apaisé si les Américains n'avaient pas glissé dans les accords Artemis cette histoire de safety zone, puisqu'en définitive, il est là le problème essentiel. Sans doute, vous êtes tous et toutes familiers, après la métaphore sur le Nouveau Monde, une métaphore plus contemporaine, celle sur le camping. Mais dans un camping, un mobil-home est présent sur le terrain du mobil-home. Pourtant, vous n'êtes pas propriétaire du terrain sous-jacent à votre mobil-home. Vous êtes juste propriétaire du mobil-home, mais pas du terrain sur lequel il est posé. On peut sans doute se retrouver dans la même situation dans l'espace, à savoir une non-propriété du territoire sous-jacent, le module, mais une utilisation néanmoins exclusive de ce territoire sous-jacent. Donc l'enjeu, il est sans doute là. Ça sert à rien d'essayer de développer des titres de propriété pour un carré de la Lune. Néanmoins, à ce stade, l'enjeu, il est de réfléchir aux questions de plus de propriété intellectuelle et de propriété des découvertes, d'ailleurs, faites à partir de ces ressources. Et j'en terminerai là. Moi, ce qui me plairait, ce serait de savoir, dans la déclinaison des différents accords Artemis, quels ont été les accords passés sur l'immatriculation des objets spatiaux utilisés, des activités spatiales, puisqu'il y a des enjeux de propriété intellectuelle immédiats, et eux sont beaucoup plus urgents que les enjeux de propriété du sol. Oui, simplement, il manque la variable de la protection des intérêts collectifs, c'est-à-dire en l'occurrence du droit d'exploiter la préservation du milieu. Tout à fait. Si je peux juste finir sur le Luxembourg, vous posiez la question du Luxembourg. Le Luxembourg est membre de l'ESA, hein, et donc une partie de son activité justement sur les ressources planétaires et cette idée de la monétisation vient du Luxembourg. L'originalité, c'est qu'il a été le premier à suivre la loi américaine sur la commercialisation des ressources. Et donc, il a très vite émis une loi dans laquelle il invitait toutes les sociétés qui seraient domiciliées au Luxembourg en lui apportant le garant, finalement, de la loi luxembourgeoise en tant qu'État, puisque ce sont les États qui sont membres partie du traité de 67. Donc, en réalité, quand vous avez une activité dans l'espace, elle doit être adossée à la responsabilité d'un État. Et le Luxembourg proposait d'ouvrir justement aux sociétés intéressées. Après, on a bien vu que Planetary Ressources, je crois que c'était son nom exactement, a fait faillite. Enfin, c'est pas du tout le domaine d'Alban est effectivement une vraie question dans la dimension spatiale. Et en plus, au Luxembourg, il y avait vraiment cette idée de garder une continuité entre justement la ressource minière qui les a enrichis, la ressource financière qui a stabilisé et cette projection dans le futur avec de l'innovation. En fait, donc rejoindre à la fois des enjeux d'ingénieurs, de technologie, etc., de lisibilité européenne et éventuellement de business. Allez-y, juste un point auquel on n'a pas répondu, c'est la question de la commande publique. Donc effectivement, je dirais il y a plusieurs possibilités qui ne sont pas d'ailleurs exclusives. D'une part, il y a effectivement le fait de devoir faire maturer un secteur émergent autour de ces activités lunaires, avec en plus, comme l'a très bien expliqué Clarisse Angelier, le fait d'avoir aussi un retour sur les activités terrestres. Donc là, c'est l'objectif aussi des incubateurs comme Take the Moon, auquel le CNES participe avec Nubo. Donc là, voilà, c'est pour faire émerger ce tissu économique. Après, il y a effectivement la question de faire passer des contrats et d'avoir de la commande publique vers ces acteurs. Et là, on est plutôt effectivement ça, c'est plutôt au niveau de l'ESA que ça peut se passer, puisque comme on l'a très bien dit, ces activités-là ont quand même une dimension européenne indispensable vu l'ambition du sujet. Et donc là, effectivement, on encourage beaucoup l'ESA à passer des contrats avec ces acteurs émergents, s'agissant donc des activités d'exploration. Et pas seulement d'ailleurs, ça va au-delà de l'exploration, comme vous pouvez l'imaginer.
Et voilà pour cette audition au Sénat sur l'exploitation des ressources de la Lune. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Continuez à suivre l'actualité politique et parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat.